Est-ce que vous connaissez Micromage? C'est un petit jeu indé sorti en 2019 où tu contrôles des mages tout mignons faits en pixel art. Sauf que ce jeu a fait un truc que je trouve complètement dingue. Il est sorti sur la NES, une console qui a plus de 42 ans. Le fait de sortir ton propre jeu indé sur une console rétro en amateur, ça porte un nom, le Homebrew. Et la première question qui m'est venue en tête quand j'en ai entendu parler, c'est pourquoi est-ce que des mecs se font chier à développer sur une console qui a cette gueule-là? En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, le challenge. Développer sur une console aussi vieille et limitée, c'est un challenge non seulement de programmation, mais aussi de game design. Et la deuxième raison, c'est la NES elle-même. Regardez-moi cette liste de jeux. Le premier Zelda, le premier Mario, le premier Metroid, le premier Final Fantasy. En fait, c'est simple. La NES, c'est littéralement une des consoles les plus iconiques de tous les temps. Donc quand j'ai appris que je pouvais créer mes propres jeux dessus, j'ai complètement pété mon crâne. Et je me suis dit, pourquoi pas faire le mien? En 2025, si tu veux développer sur NES, t'as accès à beaucoup plus d'outils qu'avant pour créer tes jeux plus facilement. Mais dans cette vidéo, on va se mettre dans la peau d'un développeur d'il y a 40 ans et tout faire entièrement en assembleur. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que je vais tout coder entièrement à la main et que je vais pouvoir expliquer en détail ce qui se passe dans la machine. Je tiens d'ailleurs à recommander le site Nerdy Night et le youtubeur NEShacker qui ont été extrêmement utiles pour écrire cette vidéo. Allez jeter un coup d'œil si le développement NES vous intéresse. Pour créer un jeu sur NES, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, un émulateur. C'est le logiciel qui va simuler la console sur ton ordinateur pour que tu puisses jouer à des jeux rétro. Sauf qu'il ne nous faut pas n'importe quel émulateur. Il nous faut un émulateur de hacker. Alors comme ça on dirait que j'ai 14 ans et que je viens de craquer Minecraft. Comment craquer Minecraft en 2025? Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il nous faut un émulateur qui nous permette de lire la mémoire du jeu pendant qu'on y joue. Ça va être utile pour débugger et pour développer. Ensuite, un éditeur de texte qui va lire ton code et un compilateur qui va traduire ce code en binaire pour que ton émulateur puisse le lire. Si tu veux faire du son, tu auras aussi besoin de Family Tracker, et on va également utiliser YYCHR pour dessiner le sprite et faire les graphismes du jeu. Maintenant qu'on a tout ça, il faut décider quel jeu on va faire avec. Étant donné les limitations de la console et la difficulté de développement, il nous faut un truc méga basique. J'ai décidé de faire l'adaptation du jeu d'un de mes potes, où tu dois jeter 2 dés et obtenir le bon résultat pour gagner. La proposition de ce jeu, elle est complètement dingue, je trouve. C'est ultra simple, mais en vrai, à faire sur NES, c'est déjà assez compliqué. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans notre projet? Déjà, il faut des dés qu'on lance et un message que tu reçois quand tu obtiens le bon résultat. Ça c'est la base, mais on peut rajouter d'autres trucs. Un décor ça peut être pas mal, peut-être des sound effects. Le plus facile, c'est le background, donc commençons par ça. En fait, dans ta cartouche, les graphismes ils sont divisés en 2 tables. La première sert à stocker les sprites, les trucs qui bougent, et la deuxième sert à stocker les backgrounds, donc les trucs qui bougent pas. Chaque table contient 256 blocs de 8x8 pixels qu'on appelle des tiles, qu'on va pouvoir assembler après pour faire un peu ce qu'on veut. D'ailleurs, t'as sûrement remarqué que tout est en noir et blanc, et c'est normal. En fait, de base, toutes les tiles ne contiennent que 4 couleurs, et c'est seulement après qu'elles sont coloriées par la console avec un système de palettes. Tu peux utiliser 4 palettes pour les sprites et 4 palettes pour les backgrounds. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par dessiner mon background sur les sprites pour voir ce que ça donnait. Et puis, j'ai découpé tout ça en tiles que j'ai mis sur YYCHR. Ensuite, j'ai exporté un fichier .char qui est lu par mon script et j'ai encodé manuellement toutes les tiles dont j'avais besoin pour dessiner mon background. Ok, voyons ce que ça donne. Là, pour comprendre ce qui se passe, il faut que j'entre un petit peu plus en détail. Quand je demande à mon code de dessiner mon background, ce que je fais, c'est que je lui donne l'adresse où j'ai encodé les tiles et je lui demande de les afficher une par une en utilisant un compteur. Donc d'abord, il affiche la tile à l'adresse 6000, puis 6000 plus 1, puis 6000 plus 2, etc. Sauf que le problème, c'est que la NES est une console 8 bits.
donc elle ne peut compter que jusqu'à 256. Ça fait que quand mon programme arrive à la 255e tile, et bah il bloque. Et si je remets mon compteur à 0, bah j'ai le même problème, il revient à l'adresse 6000 et il remet les mêmes tiles en boucle. Pour régler ce problème, on a besoin d'un pointeur. Un pointeur en programmation, c'est quand tu stockes une adresse de la mémoire dans une variable. En clair, au lieu de demander à mon code d'utiliser directement l'adresse 6000, je lui demande d'utiliser l'adresse qui est stockée à un autre endroit du code. Une fois que le compteur arrive à 255, je change cette adresse en 6255 et je demande à mon code de regarder cette adresse-là. Le code refait ça 3 fois, et une fois arrivé à 960, ça marche. Maintenant qu'on a notre background, on peut dessiner les dés. J'ai dessiné 6 dés qui vont de 1 à 6, ainsi que 2 dés supplémentaires que je vais utiliser pour des animations. Jusque là, c'est plutôt pareil, sauf que maintenant, ça va changer un petit peu. Il y a une grosse différence entre les sprites et les backgrounds. Les backgrounds, ils sont chargés une fois quand tu lances le jeu, et puis plus jamais. Alors que les sprites, eux, ils sont stockés dans une zone de la mémoire vive et rechargés en permanence. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que je peux accéder aux sprites et les modifier quand je veux, à n'importe quel moment dans mon code. Alors que pour les backgrounds, c'est un petit peu plus compliqué. Dans ta mémoire, tu peux stocker jusqu'à 64 sprites, avec chaque fois la position X, Y, des attributs comme la palette, l'inversion, et aussi la taille que tu utilises. Et 64 sprites, c'est pas beaucoup. Chaque sprite fait 8 fois 8 pixels. Donc notre dé par exemple, il utilise déjà 4 sprites. 8 sprites en comptant les 2 dés qu'on va utiliser dans le jeu. Pour nous, c'est pas un gros problème, vu que notre jeu reste quand même assez basique, donc on s'en sort plutôt bien. Bon, maintenant qu'on a des dés dans le jeu, ce serait bien qu'on puisse faire des trucs avec. Parce que là on se fait un peu chier, je vais pas te mentir. Pour pouvoir interagir avec notre jeu, il nous faut des inputs. Du coup, comment ça marche? En gros, dans ta console, tu as accès à 64 KB de mémoire. Ça veut dire que tu as 65 536 adresses dans lesquelles tu peux foutre des nombres. Et ces différentes adresses, elles ont chacune une fonction précise. La plupart, elles servent à stocker des variables, le code de ton jeu, des trucs comme ça. Mais il y en a certaines qui sont utiles pour communiquer avec d'autres parties de la console. Genre le PPU qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire des backgrounds, mais aussi ce qui nous intéresse, les inputs et la manette. Pour ça, on a l'adresse 4016. Grâce à cette adresse, on va pouvoir recevoir des données qui vont nous dire si un bouton de la manette est pressé. Le problème, c'est que ces infos, elles sont données une par une. C'est-à-dire que tu as d'abord le bit qui t'indique si le bouton A a été pressé, puis le bouton B, puis Select, et ainsi de suite. C'est pas du tout pratique pour coder, donc pour régler ça, on va faire une petite manip. En gros, chaque bit que je reçois, je le fous dans une variable, en décalant à chaque fois d'une case les bits d'avant. Ça fait qu'à la fin, je me retrouve avec un octet qui contient tous mes inputs. Si je veux voir la touche B, je regarde ce bit là, si je veux voir la touche A, celui-là, Select celui-là, et ainsi de suite. Bref, maintenant que j'ai mes inputs, bah c'est plutôt simple. Parce que je sais comment fonctionnent les sprites, je sais comment fonctionnent les inputs, j'ai juste à lier les deux. Si je veux jeter un dé en l'air par exemple, j'ai juste à changer la position Y, changer les tailles rapidement pour faire une petite animation, et ça marche. Pour l'aléatoire, je l'ai fait un peu à la légère. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un compteur qui va de 1 à 6 en permanence, et c'est seulement quand tu appuies sur la manette que le jeu te donne le nombre sur lequel il est tombé. Maintenant que je sais comment changer les sprites et utiliser mes inputs, j'ai rajouté un petit bouton start au début et un petit message à la fin. Bon voilà, le jeu il est codé, non? Qu'est-ce qui nous manque? Je vais passer assez rapidement sur le son parce qu'en vrai c'est assez complexe et il y a moyen d'en faire une vidéo entière. Sur NES, tu peux générer 3 types de sons différents. Des ondes carrées, des ondes triangles et du bruit. Les premières servent à faire la mélodie, la deuxième sert souvent à faire la basse, et les troisièmes les percussions. Il y a aussi les samples qu'on peut utiliser, mais ça on verra un peu plus tard car ça fonctionne un peu différemment. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait un petit son qui se lance quand on jette le dé. Pour ça on va utiliser une onde carrée. Chaque son est paramétré sur 4 octets. Le premier sert à changer le volume et la dynamique du son, le deuxième sert au sweep, en gros un truc qui permet de faire des glissando, j'ai pas très bien compris. Ouais, t'es bien renseigné toi. Mais à l'époque je savais pas, du coup je l'ai codé moi-même manuellement. Et les deux derniers servent à changer la hauteur du son. Comme je viens de le dire, j'ai codé un petit script, comme ça on a un peu cette impression que le son monte, tu vois. Maintenant qu'on a ça, comme promis, passons au sample. Pour commencer, on va enregistrer un petit message sur Audacity. Snake Eyes. Ensuite, on le compresse sur FamiTracker et on le charge dans notre jeu.
Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Le jeu est disponible sur ma page Itch. Comme j'ai expliqué, il faudra un émulateur pour y jouer. J'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de créer vous-même vos jeux sur NES. Je sais pas si je referai d'autres vidéos après sur ce sujet-là, mais c'était assez compliqué. Peut-être pas en assembleur, peut-être avec NESFab ou quoi. Mais comme vous l'avez vu, le sujet est ultra complexe. Il y a vraiment plein de trucs que j'ai pas évoqués. Le scrolling, les différentes manières de créer des jeux sur NES. J'ai pas du tout parlé de la musique parce que, comme j'ai dit, il y a vraiment moyen d'en faire une vidéo entière. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Et salut!